Alors ça fait exactement une semaine et un jour que mon mari m'a redemandé si j'aimerais être toujours sa femme. Alléluia. Alors, c'est une façon de dire. Blanche n'a été jamais à l'hôpital. Elle n'a été jamais à l'hôpital. On l'a amenée quelque part et on l'a achevée. Je vous dis, c'est un dossier très sensible. C'est un dossier très sensible et j'ai confus. Mais dans la vie, tout ce que tu vas faire, on finira toujours par te rattraper. Écoutez cette vidéo. Blanche, elle a quitté le Congo, pas directement pour la Turquie. Elle a quitté le Congo pour la Belgique parce qu'elle avait 3 enfants. Il fallait qu'elle dépose en Belgique et puis prendre son avion de la Belgique pour la Turquie. Et aussi, vous voyez quand le grand frère, il y a Christophe est en train de dire que le pasteur de la Belgique, vous savez ce que vous avez fait à Blanche. C'est parce que pasteur Jacques de la Belgique, c'est lui qui a accompagné Blanche à l'aéroport pour prendre son vol de la Belgique en Turquie parce qu'elle avait laissé les enfants. Vu que soi-disant, selon son mari qu'il était allé faire opérer, elle ne pouvait pas aller avec un enfant de 2 ans, je pense que l'on sait comprendre. Les gestes que le pasteur Marcelo Tunasi a posés dans les heures qui ont suivi la mort de Maman Blanche à Lubumbashi sont de ceux-là. Ce sont des gestes qui résument un homme. Des gestes qui condensent en quelques décisions pratiques, en quelques choix logistiques apparemment anodins, toute la nature profonde de ce qu'il était vraiment derrière les costumes bien coupés, derrière les prédications enflammées, derrière les sourires de façade et les accolades fraternelles du dimanche matin. Commençons par le cargo. Quand quelqu'un que vous aimez meurt loin de chez lui, loin de sa ville, loin de sa famille, loin de tous ceux qui l'ont connu et qui l'ont aimé, le rapatriement de son corps devient une priorité absolue, une urgence à la fois pratique et symbolique. C'est la dernière chose concrète qu'on peut faire pour cette personne. C'est le dernier service qu'on lui rend. C'est la manière dont on dit, même dans la mort, même dans l'absence irréversible, que cette vie comptait, que cette existence avait de la valeur, que cette femme, cet homme, cet être humain méritait d'être ramené vers les siens avec le respect et la dignité qui lui étaient dus de son vivant et qui lui sont encore dus après sa mort. Je l'aime profondément. Elle n'est pas venue pour effacer la mémoire de Maman Blanche, mais pour continuer l'œuvre, comme Élisée après Élie, avec humilité et soumission à Dieu. Le sacrifice que Blanche a fait pour ce monsieur, comment est-ce que Blanche l'a bâti? Écoutez s'il vous plaît. Voilà, je vous ai parlé de la villa de Blanche achetée en son nom en Belgique. Ils sont venus me répondre parce que pasteur Marcelo n'est dehors que là pour suivre nos émissions. Des aides, elles font appel à leur réseau, elles s'endettent parfois, elles font des sacrifices financiers considérables parce que l'idée que leurs proches restent loin, dans une morgue étrangère, sans pouvoir être entouré des siens pour son dernier voyage, cette idée est insupportable. C'est une question d'amour. C'est une question d'humanité fondamentale. C'est une question de respect envers celui ou celle qui est parti. Le pasteur Tunasi n'avait pas de problème de ressources. Cet homme dirigeait une grande église avec des milliers de fidèles, avec des structures, avec des finances, avec des relations dans le monde des affaires, dans le monde politique, dans le monde des institutions. Cet homme avait les moyens. Il avait les connexions. Il avait les réseaux nécessaires pour organiser un rapatriement digne. Un rapatriement qui aurait correspondu à la fois à la position de la défunte, à son statut d'épouse du dirigeant d'une institution religieuse importante et à l'image que cet homme prétendait incarner devant sa congrégation et devant le monde. Il a choisi le cargo. Prenons le temps de laisser ces mots résonner dans toute leur brutalité. Il a choisi le cargo, le même type de transport qu'on utilise pour des marchandises, le même type de transport qu'on utilise pour des colis, pour des appareils électroménagers, pour des pièces industrielles, pour des objets qu'on expédie d'une ville à une autre sans cérémonie, sans égard, sans émotion, sans humanité. Un cargo ne pleure pas. Un cargo n'est pas accompagné par des mains aimantes. Un cargo n'est pas suivi par des yeux en larmes. Un cargo n'est pas entouré de prières, de chants, de mots d'adieu. Un cargo est une solution logistique. Un cargo est une manière d'acheminer quelque chose d'un point A à un point B avec le minimum de complications, le minimum d'attention, le minimum de visibilité. Et c'est dans ces conditions-là que Maman Blanche a fait son dernier voyage de Lubumbashi à Kinshasa. Pas porté par des mains aimantes, pas accompagné par des proches en larmes, pas entouré de l'humanité que chaque être humain mérite dans ce moment ultime de transition entre la vie et ce qui vient après. Transporté. Expédié, acheminé, comme si sa mort n'était qu'une logistique à gérer, qu'un problème pratique à résoudre, qu'une case à cocher dans un agenda chargé avant de passer à autre chose. Il faut s'arrêter sur ce détail parce qu'il n'est pas anodin. Il faut résister à la tentation de le balayer comme s'il n'était qu'un détail parmi d'autres, comme s'il ne faisait pas partie du tableau d'ensemble, comme si ce choix du cargo ne révélait pas quelque chose d'essentiel et d'irréfutable sur l'état d'esprit dans lequel se trouvait cet homme à ce moment précis. Parce que ce choix-là parle.
Ce choix-là dit des choses que les mots ne peuvent pas dire avec la même clarté. Ce choix-là est une confession silencieuse, une révélation involontaire sur la manière dont il percevait celle qu'il avait épousée, dont il percevait sa mort, dont il percevait la situation dans son ensemble. Ce choix dit qu'il n'était pas dans le deuil. Ce choix dit qu'il n'était pas dans la douleur. Ce choix dit qu'il n'était pas dans le choc, dans la stupeur, dans cet état de désorganisation intérieure que provoque la perte soudaine de quelqu'un qu'on aime, même imparfaitement, même dans le cadre d'une relation abîmée et dysfonctionnelle. Ce choix dit qu'il était dans autre chose, dans la gestion, dans le contrôle, dans l'organisation froide et méthodique de l'après, dans la mise en place rapide et efficace des conditions nécessaires pour que la suite se passe comme prévu. Ce choix dit que Maman Blanche était devenue dans son esprit une contrainte à éliminer de son agenda, un problème résolu, une situation gérée, une page qu'on tourne pour passer à la suivante. Et la page suivante, c'était la Turquie. Voilà le deuxième geste qui résume cet homme. Voilà la deuxième décision prise dans les heures qui ont suivi la mort de sa femme. La décision qui a commencé à éveiller les soupçons de ceux qui avaient encore les yeux ouverts. La décision qui a commencé à transformer la douleur de la famille de Maman Blanche en quelque chose d'autre, en quelque chose de plus dur, de plus tenace, de plus déterminé que la simple douleur du deuil. Une fois que le cargo a atterri à Kinshasa, une fois que le corps a été déposé à la morgue, une fois que la dernière formalité administrative de ce rapatriement express a été accomplie, le pasteur Tounassi a pris un avion pour la Turquie. Juste comme ça. Corps déposé, dossier fermé, destination suivante, la Turquie. Comme si de rien n'était. Comme si la femme qu'il venait d'enterrer dans l'indifférence la plus totale n'avait été qu'une étape dans son programme chargé. Comme si le deuil était une option facultative qu'il avait choisi de ne pas activer. Un protocole social qu'il avait décidé de court-circuiter parce qu'il avait visiblement autre chose à faire. D'autres endroits où être, d'autres personnes à rencontrer, d'autres vies à mener. Il n'a pas attendu les funérailles, en oncle. Il n'a pas pris le temps de s'asseoir avec ses enfants pour leur annoncer la mort de leur mère dans les conditions dignes que méritait une telle annonce. Il n'a pas appelé la famille de Maman Blanche pour les informer de ce qui s'était passé, pour leur présenter ses condoléances, pour faire face à leur douleur, même superficiellement, même dans le cadre d'une conversation téléphonique formelle. Il n'a pas cherché à comprendre ce que ses enfants allaient traverser en apprenant la mort de leur mère, comment ils allaient porter ce deuil, de quoi ils auraient besoin dans les jours et les semaines à venir pour traverser ce moment impossible. Il n'a rien fait de tout cela. Il était parti, rapidement, efficacement, sans regarder derrière lui, vers la Turquie. Et c'est précisément cette fuite, parce qu'il faut appeler les choses par leur nom, c'est précisément cette fuite qui a commencé à faire basculer la perception de ceux qui observaient la situation de près. Parce que le deuil a une physiologie naturelle. Même les gens les plus froids, même les couples les plus distants, même les mariages les plus abîmés, les plus vidés de leur substance, les plus réduits à une cohabitation formelle sans amour ni tendresse. Même dans ces cas-là, la mort produit une réaction. Pas nécessairement la dévastation émotionnelle qu'on associe à la perte d'un grand amour, mais quelque chose. Un arrêt. Un moment de suspension, une reconnaissance, même minimale, même purement sociale et conventionnelle, que quelque chose d'irréversible vient de se passer, que la vie d'une personne vient de s'arrêter, que rien ne sera plus exactement comme avant. Personne ne dépose le corps de son épouse à la morgue et ne prend l'avion dans la foulée pour une destination étrangère. Personne. Ce n'est pas une règle écrite dans un code civil ou dans un manuel de protocole social. C'est quelque chose de bien plus profond, de bien plus fondamental, quelque chose qui relève de l'humanité la plus élémentaire, quelque chose que les êtres humains ressentent instinctivement même quand ils ne savent pas l'articuler clairement. On s'arrête face à la mort. On s'arrête même si on n'aimait plus. On s'arrête même si la relation était depuis longtemps une coquille vide. On s'arrête parce que ne pas s'arrêter, c'est signaler quelque chose d'anormal, quelque chose qui dépasse la simple froideur affective ou la distance émotionnelle, quelque chose qui touche à une autre catégorie, celle de l'individu pour qui la mort de l'autre n'est pas une surprise, pour qui cette mort était anticipée, pour qui cette mort s'inscrit dans la continuité logique d'un plan déjà établi, et dont la prochaine étape attend d'être exécutée. À moins que la mort ne soit pas une surprise. C'est là que tout bascule. C'est là que la Turquie cesse d'être une destination géographique pour devenir un symbole, une preuve, une pièce dans le puzzle de la préméditation. Parce que si la mort de Maman Blanche avait été pour lui une surprise, si elle l'avait réellement pris au dépourvu, si elle avait constitué pour lui un choc, même froid, même distant, même dépourvu de toute dimension affective, il n'aurait pas pu organiser si rapidement un départ vers l'étranger. Il n'aurait pas eu les billets d'avion prêts. Il n'aurait pas eu les arrangements nécessaires déjà en place. Il n'aurait pas pu passer de la gestion du corps de sa femme à l'embarquement pour Istanbul avec cette fluidité, cette continuité, cette absence totale de rupture dans son programme. La Turquie n'était pas une fuite improvisée. La Turquie était la deuxième étape d'un plan. Un plan dont la première étape avait été l'appel téléphonique depuis la Belgique, dont la deuxième étape avait été Lubumbashi, et ce qui s'y était passé, dont la troisième étape était le cargo et le dépôt du corps à la morgue de Kinshasa, et dont la quatrième étape était ce départ vers la Turquie, cet éloignement stratégique.
Cette mise à distance géographique entre lui et le lieu où les questions allaient commencer à s'accumuler, où les regards allaient commencer à se poser, où la famille de Maman Blanche allait commencer à chercher des réponses qu'il n'avait aucune intention de donner. Parce que pendant que lui décollait vers Istanbul, pendant qu'il s'installait dans son siège d'avion avec tout ce que cela implique de normalité apparente, de banalité quotidienne, de continuité sereine, d'une vie qui continue de se dérouler selon son propre cours, à Kinshasa, quelque chose d'autre se mettait en mouvement. Quelque chose de lent d'abord, d'hésitant, d'encore incertain dans sa direction et dans sa force. Mais c'est quelque chose d'inévitable dans son développement, quelque chose qui allait grossir, prendre de l'ampleur, trouver sa voie, et finalement devenir impossible à ignorer, impossible à étouffer, impossible à faire taire avec les méthodes habituelles de contrôle et de manipulation. La famille de Maman Blanche commençait à recevoir des informations parcellaires d'abord, contradictoires ensuite, troublantes enfin. Comment est-elle morte exactement? Dans quelles circonstances? Où précisément à Lubumbashi? Pourquoi Lubumbashi et pas Kinshasa? Pourquoi un cargo pour le rapatriement de son corps? Pourquoi ce mari introuvable déjà reparti à l'autre bout du monde sans avoir attendu les funérailles, sans avoir pris le temps d'informer correctement la famille, sans avoir fait face à la douleur de ceux qui aimaient cette femme qu'il prétendait avoir aimée lui aussi? Les questions s'accumulaient. Les réponses ne venaient pas. Et le silence du pasteur Tounassi, ce silence assourdissant, ce silence depuis la Turquie, ce silence d'un homme qui semblait avoir tourné la page avec une facilité déconcertante, ce silence alimentait quelque chose dans la famille de Maman Blanche. Quelque chose qui ressemblait d'abord à de la confusion, qui ressemblait ensuite à de l'incompréhension, qui ressemblait enfin à ce sentiment particulier et douloureux qu'on éprouve quand on commence à comprendre que les réponses qu'on cherche n'existent pas parce que les questions qu'on pose ne sont pas les bonnes questions, parce que la vraie question est ailleurs, parce que la vraie question n'est pas comment est-elle morte, mais pourquoi est-elle morte, et surtout à qui profite cette mort. La mère de Maman Blanche, Georgette, portait en elle cette question avec une force particulière. La force de celles qui ont porté une vie dans leur ventre et qui savent, de cette connaissance intime et irrationnelle que les mères ont de leurs enfants, que quelque chose ne va pas, que quelque chose dans cette histoire ne tient pas, que les pièces du puzzle qu'on leur présente ne s'assemblent pas correctement, qu'il manque quelque chose ou qu'on leur cache quelque chose ou que ce qu'on leur dit est fondamentalement différent de ce qui s'est réellement passé. Georgette allait se battre. La famille paternelle allait se battre. Ensemble, ils allaient refuser que la mort de Maman Blanche reste dans le flou, dans l'ambiguïté, dans ces zones grises où les vérités inconfortables disparaissent en faute de quelqu'un qui se batte suffisamment fort et suffisamment longtemps pour les faire remonter à la surface. Mais ce qui frappe dans cette deuxième scène, au-delà de la froideur des gestes, au-delà de la brutalité du cargo, au-delà de la précipitation du départ vers la Turquie, c'est ce que tout cela révèle sur des années de vie commune. On ne traite pas le corps d'une femme qu'on a aimée comme une marchandise. C'est une évidence. C'est une vérité si fondamentale qu'elle n'a même pas besoin d'être formulée, dans la plupart des cas, parce qu'elle s'impose d'elle-même à tout être humain doté d'une conscience minimale. Mais au-delà de cette évidence, ce que le cargo et la Turquie révèlent, c'est que cet homme n'avait jamais vraiment aimé cette femme. Pas dans le sens où ce mot devrait avoir un sens. Pas d'un amour qui reconnaît dans l'autre un être humain avec sa propre valeur intrinsèque, sa propre dignité, ses propres droits, ses propres désirs. Il l'avait utilisé. Il l'avait utilisé comme on utilise un outil dont on a besoin pour accomplir un certain travail, et qu'on range dans un tiroir ou qu'on jette à la poubelle quand il ne sert plus. Elle avait été utile à son image, utile à son ministère, utile à la construction de cette réputation d'homme de Dieu et de père de famille exemplaire qui lui avait permis de bâtir une institution religieuse et d'exercer sur des milliers de personnes un pouvoir considérable. Elle avait joué son rôle, elle avait porté son masque, elle avait souri devant la congrégation, elle avait témoigné de la bonté de Dieu. Elle avait été la première dame parfaite, le symbole vivant de la réussite de son ministère. Et quand elle avait commencé à devenir un problème, quand sa présence avait commencé à représenter un risque plutôt qu'un atout, quand elle avait commencé à incarner la possibilité d'une vérité qui aurait pu tout détruire, alors elle était passée dans une autre catégorie. La catégorie de ce qu'il faut gérer. La catégorie de ce qu'il faut neutraliser. La catégorie de ce qu'on expédie dans un cargo de Lubumbashi à Kinshasa avant de prendre son avion pour la Turquie, comme si de rien n'était, comme si rien d'irréparable ne venait de se passer, comme si une vie venait d'être éteinte dans l'indifférence la plus absolue par celui-là même qui avait juré de la protéger. Voilà ce que le cargo et la Turquie racontent. Voilà ce que ces deux décisions, prises dans les heures les plus cruciales de cette affaire, révèlent sur cet homme et sur ce qu'il avait fait. Et voilà pourquoi ces deux décisions, aussi pratiques et logistiques qu'elles puissent paraître en surface, sont en réalité parmi les preuves les plus éloquentes de toute cette histoire. Pas des preuves au sens juridique du terme, pas des pièces à conviction qu'un juge peut examiner et soupeser selon les règles de la procédure pénale, mais des preuves humaines, des preuves de caractère, des preuves de ce qu'un homme est capable de faire et de ne pas faire quand il pense que personne ne regarde vraiment, quand il croit que la distance géographique et la vitesse de ses mouvements suffiront à brouiller les pistes et à empêcher la vérité de rattraper ses pas. Elle l'a rattrapé quand même. La vérité finit toujours par rattraper. Pas toujours aussi vite qu'on le voudrait. Pas toujours avec la clarté et la force qu'elle mérite. Pas toujours de la manière qu'on avait espéré ou anticipé. Mais elle rattrape. Et dans cette affaire, elle a commencé à rattraper le pasteur Tounassi à partir du moment où la famille de Maman Blanche a refusé de se laisser racheter par le silence. A refusé de se satisfaire des explications vagues et contradictoires qu'on leur servait, a refusé de laisser cette mort rejoindre la longue liste des vérités inconfortables qu'on enterre avec leurs victimes pour ne plus jamais en parler.
Maman Blanche est partie dans un cargo, mais sa vérité, elle, n'était pas du tout prête à partir. Il existe une réalité que les enquêtes judiciaires révèlent souvent avec le temps. Lorsqu'une affaire complexe commence à être examinée sous tous les angles, les détails qui semblaient secondaires deviennent parfois les éléments les plus importants du dossier. Une date, une signature, un document, une différence de quelques lignes entre deux versions d'un même acte. Ce sont souvent ces détails, presque invisibles au premier regard, qui finissent par attirer l'attention des enquêteurs, des magistrats et des familles en quête de réponses. Dans l'affaire concernant le décès de Maman Blanche, l'un des points qui aurait particulièrement retenu l'attention des proches et des autorités concerne l'existence de 2 certificats de décès, présentés comme relatifs à la même personne. À première vue, cela peut sembler n'être qu'une complication administrative parmi d'autres. Pourtant, lorsqu'une famille endeuillée découvre l'existence de documents qui ne racontent pas exactement la même histoire, les interrogations deviennent inévitables. Car la mort est un événement unique. Une personne ne décède qu'une seule fois. Elle décède dans un lieu déterminé, à une date précise, dans des circonstances qui, tôt ou tard, doivent pouvoir être établies avec le plus de précision possible. C'est pourquoi les certificats de décès occupent une place essentielle dans toute procédure officielle. Ils ne sont pas de simples formulaires administratifs. Ils constituent la trace écrite d'un événement irréversible. Ils servent de référence aux familles, aux administrations, aux assurances et parfois aux juridictions. Selon les éléments évoqués par les proches de Maman Blanche, un premier certificat aurait été établi en Turquie. Le simple fait qu'un tel document provienne d'un pays étranger pouvait déjà compliquer les démarches des membres de la famille restés au Congo. Les différences de langue, les procédures administratives internationales et l'éloignement géographique rendent souvent les vérifications plus difficiles pour des proches confrontés à la douleur du deuil. Mais l'histoire ne s'arrêterait pas là. Au fil des démarches entreprises par la famille, un autre document aurait été porté à leur connaissance. Cette fois, il s'agissait d'un certificat établi à Kinshasa. Dès lors, les regards se seraient tournés vers ces 2 documents, afin de comprendre s'ils étaient parfaitement cohérents ou s'ils comportaient des différences significatives. Et c'est précisément à ce moment que les interrogations auraient pris une dimension nouvelle. Lorsque 2 documents officiels relatifs à un même décès ne présentent pas les mêmes informations, plusieurs explications peuvent être envisagées. Il peut s'agir d'erreurs administratives. Il peut s'agir de corrections effectuées ultérieurement. Il peut également s'agir d'incohérences nécessitant des vérifications approfondies. Mais dans tous les cas, une telle situation appelle des explications claires. Pour la famille de Maman Blanche, ces différences présumées n'étaient pas de simples détails techniques. Elles représentaient des questions fondamentales auxquelles ils estimaient d'avoir droit à des réponses. Comment expliquer l'existence de plusieurs documents ? Pourquoi certaines informations semblaient-elles diverger ? Quelles étaient les circonstances exactes du décès ? Qui avait fourni les renseignements ayant permis l'établissement de chacun de ces actes ? À mesure que ces interrogations se multipliaient, la détermination de la famille semblait également se renforcer. Là où certaines familles auraient pu renoncer face à la complexité des démarches, les proches de Maman Blanche auraient choisi de poursuivre leurs recherches. Non pas uniquement pour comprendre ce qui s'était passé, mais aussi pour obtenir une version des faits qu'ils considéraient comme complète, transparente et vérifiable. Sa mère, Georgette, aurait alors entrepris différentes démarches judiciaires afin que les questions soulevées puissent être examinées dans un cadre légal. De son côté, la famille paternelle aurait également engagé des procédures destinées à faire la lumière sur les circonstances du décès. Peu à peu, ce qui relevait au départ de simples interrogations familiales serait devenu un dossier examiné par les autorités compétentes. Dans ce contexte, les certificats de décès auraient acquis une importance particulière. Ils n'étaient plus seulement des documents administratifs. Ils devenaient des pièces étudiées, comparées et analysées, afin de déterminer si les informations qu'ils contenaient permettaient de reconstituer avec exactitude le déroulement des événements. Et c'est souvent ainsi que se construisent les grandes affaires judiciaires. Non pas à partir de révélations spectaculaires surgies du jour au lendemain, mais à partir de documents, de témoignages et de questions qui résistent au temps. Des questions qui continuent d'être posées malgré les obstacles. Des questions auxquelles les familles refusent de renoncer tant qu'elles n'ont pas obtenu les réponses qu'elles estiment nécessaires. Pour les proches de Maman Blanche, les 2 certificats ne représentaient donc pas seulement 2 feuilles de papier. Ils symbolisaient la recherche de la vérité. Une vérité qu'ils considéraient comme essentielle pour comprendre les circonstances exactes du décès et pour permettre à la justice d'examiner l'ensemble des éléments disponibles. À partir du moment où les documents commencent à être examinés de près, une affaire change de nature. Ce qui relevait autrefois de conversations discrètes entre proches, de doutes murmurés à voix basse et d'interrogations échangées dans l'intimité familiale entre progressivement dans un autre univers. L'univers des procédures, des vérifications, des auditions et des confrontations entre différentes versions des faits. Pour la famille de Maman Blanche, les semaines qui suivirent furent marquées par une succession de démarches aussi éprouvantes que nécessaires. Chaque nouveau document consulté semblait apporter un élément supplémentaire, mais également faire naître de nouvelles interrogations. Plus ils cherchaient à comprendre, plus ils avaient le sentiment que certaines réponses leur échappaient encore. Le deuil possède déjà son propre poids. C'est une douleur qui s'impose sans prévenir et qui bouleverse chaque aspect de l'existence. Mais lorsqu'au deuil viennent s'ajouter des zones d'ombre, l'épreuve devient encore plus difficile. La tristesse se mélange alors à l'incompréhension. Les souvenirs se mêlent aux questions. Et l'absence de réponse peut parfois être presque aussi lourde à porter que la perte elle-même. Dans les réunions familiales, les conversations revenaient sans cesse vers les mêmes sujets.
Chacun tentait de reconstituer les événements à partir de ce qu'il savait. Chacun essayait de comprendre ce qui s'était réellement passé durant les derniers jours. Les récits se croisaient. Les souvenirs se répondaient. Certaines informations semblaient confirmer des hypothèses. D'autres paraissaient au contraire les contredire. Pendant ce temps, les autorités poursuivaient leur propre travail. Les magistrats, les enquêteurs et les différents intervenants du dossier avaient désormais la responsabilité d'examiner les éléments disponibles avec méthode et prudence. Dans ce type d'affaires, les apparences peuvent parfois être trompeuses. Une contradiction peut cacher une simple erreur. Un détail apparemment insignifiant peut au contraire devenir déterminant. C'est pourquoi chaque élément devait être étudié avec la plus grande attention. Pour la famille, cependant, le temps judiciaire semblait avancer beaucoup plus lentement que leur besoin de comprendre. Chaque jour qui passait sans réponse paraissait interminable. Chaque attente devenait une épreuve supplémentaire. Pourtant, malgré la fatigue, malgré les obstacles et malgré les moments de découragement, ils continuaient d'avancer. Car une conviction les animait. Quelles que soient les conclusions auxquelles aboutiraient les investigations, la vérité méritait d'être recherchée jusqu'au bout. Non pour alimenter les rumeurs, non pour satisfaire la curiosité du public, mais parce qu'aucune famille ne devrait être condamnée à vivre éternellement avec des questions restées sans réponse. Et tandis que les procédures suivaient leur cours, une certitude s'imposait progressivement à tous ceux qui observaient l'affaire. Cette histoire était loin d'avoir livré tous ses secrets. Il existe une souffrance dont on parle rarement. Une souffrance qui ne ressemble ni aux larmes du premier jour, ni au choc brutal de l'annonce. C'est la souffrance de l'attente. L'attente d'une réponse. L'attente d'une explication. L'attente d'un élément qui permettra enfin de comprendre ce qui, jusqu'à présent, demeure incomplet. Pour la famille de Maman Blanche, cette période fut probablement l'une des plus éprouvantes. Le décès avait déjà bouleversé leur existence. Pourtant, au lieu de pouvoir se consacrer pleinement au deuil, ils se retrouvaient confrontés à une succession de questions qui semblaient ne jamais prendre fin. Chaque document consulté amenait une nouvelle réflexion. Chaque échange avec les autorités faisait naître un nouvel espoir, suivi parfois d'une nouvelle période d'attente. Le temps judiciaire possède son propre rythme. Un rythme souvent difficile à accepter pour ceux qui souffrent. Les familles souhaitent comprendre immédiatement, elles veulent savoir ce qui s'est passé, pourquoi cela s'est passé et comment cela a pu arriver. Mais les procédures avancent lentement. Les vérifications prennent du temps. Les témoignages doivent être recueillis. Les informations doivent être comparées. Chaque détail doit être examiné avec prudence afin d'éviter les erreurs. Pendant ce temps, la vie continue autour des proches. Les jours se succèdent, les semaines passent, les conversations reprennent, les obligations quotidiennes reviennent. Pourtant, quelque chose reste suspendu dans leur esprit. Une partie d'eux demeure figée dans cette affaire, incapable de tourner la page tant que certaines zones d'ombre persistent. Les souvenirs de Maman Blanche occupent alors une place particulière. Car derrière les documents administratifs, derrière les procédures et derrière les débats, il y a avant tout une personne. Une femme dont la présence a marqué ceux qui l'ont connue. Une mère, une fille, une sœur, une amie, une personne dont l'absence continue de se faire sentir dans chaque réunion familiale, dans chaque événement important, dans chaque moment où son regard ou sa voix auraient naturellement trouvé leur place. C'est souvent ce que les observateurs extérieurs oublient. Lorsqu'une affaire devient publique, les discussions se concentrent sur les accusations, les hypothèses et les procédures. Mais au cœur de tout cela demeure une famille qui vit avec le vide laissé par une disparition. Une famille qui ne cherche pas seulement des réponses juridiques. Elle cherche également une forme de paix intérieure, une compréhension suffisante pour pouvoir continuer à avancer. Les proches savent comprendre que certaines blessures à la ne guérissent jamais totalement. Ils savent qu'aucune décision de justice ne pourra faire revenir celle qu'ils ont perdue. Ils savent que même les réponses les plus complètes ne supprimeront pas la douleur. Pourtant, ils continuent. Parce qu'il existe une différence fondamentale entre souffrir dans l'incertitude et souffrir en connaissant la vérité. Les mois passent parfois ainsi, entre espoir et frustration. Un nouvel élément surgit. Une information est examinée. Une audition est organisée. Puis survient à nouveau le silence. Un silence lourd, parfois difficile à supporter, mais c'est qui fait partie du chemin que doivent parcourir toutes les familles confrontées à des circonstances demeurées controversées ou mal comprises. Et malgré cette lenteur, quelque chose continue d'avancer. Parfois de manière presque invisible. Une pièce du puzzle trouve sa place. Une contradiction est examinée. Une question reçoit un début de réponse. Ce ne sont pas toujours de grandes révélations spectaculaires. Bien souvent, la vérité progresse par petits pas, presque imperceptiblement. C'est cette progression discrète qui nourrit l'espoir des proches. L'idée que chaque démarche entreprise, chaque document étudié, chaque procédure engagée contribue à rapprocher un peu plus du but recherché. Non pas une victoire personnelle, non pas un triomphe contre qui que ce soit, mais simplement la possibilité de comprendre. Car comprendre est parfois la seule chose qui reste lorsque tout le reste a été perdu. Et c'est précisément cette conviction qui permet à certaines familles de continuer à se battre alors que beaucoup auraient abandonné depuis longtemps. Elle est continue parce qu'elle considère que la mémoire de la personne disparue mérite cet effort. Elle est continue parce qu'elle refuse que les questions restent éternellement sans réponse. Elle est continue parce que l'amour qu'elle portait à cette personne ne s'est pas arrêté le jour de sa disparition. Ainsi, alors que les procédures suivent en leur cours et que les années peuvent parfois sembler s'étirer, une certitude demeure dans l'esprit de ceux qui poursuivent en cette quête. Tant qu'il restera des questions essentielles sans réponse, ils continueront à chercher. Car certaines histoires ne s'achèvent pas au moment où une vie prend fin. Elles se poursuivent dans la mémoire de ceux qui restent.
Elles se poursuivent dans les démarches entreprises pour comprendre. Elles se poursuivent dans les témoignages conservés par les proches. Et elles se poursuivent surtout dans cette volonté profondément humaine de faire toute la lumière possible sur les événements qui ont bouleversé une famille entière. La suite de cette affaire dépendra des éléments qui pourront être établis, vérifiés et examinés. Mais pour les proches de Maman Blanche, une chose semble déjà certaine. Le temps peut ralentir une recherche de vérité. Il ne la fait pas disparaître. Et tant que subsistera l'espoir d'obtenir des réponses, leur détermination restera intacte. Il faut d'abord comprendre ce que représentait la Belgique pour Maman Blanche. Pas simplement un pays étranger, pas simplement un voyage comme les autres, pas simplement un déplacement administratif ou familial parmi tant d'autres. La Belgique, pour elle, c'était quelque chose de bien plus profond, de bien plus vital, de bien plus nécessaire à sa survie intérieure. C'était un espace de respiration dans une vie qui depuis des années manquait cruellement d'air. C'était un territoire où elle pouvait exister autrement, différemment, plus librement, sans avoir à porter en permanence le masque que sa position d'épouse de pasteur lui imposait chaque matin dès qu'elle ouvrait les yeux. Parce qu'il faut parler de ce masque. Il faut nommer cette réalité que beaucoup connaissent, mais que peu osent formuler à voix haute. Être l'épouse d'un pasteur d'une grande église africaine, ce n'est pas simplement être mariée à un homme qui a choisi le ministère religieux comme vocation professionnelle. C'est endosser un rôle social total, un personnage public permanent, une fonction représentative qui ne s'arrête jamais. Pas le dimanche matin pendant le culte, pas le mercredi soir pendant la réunion de prière, pas le vendredi lors des sessions de counseling, pas non plus le lundi quand les caméras sont éteintes et que les portes de l'église sont fermées. Ce rôle, il vous suit partout. Il s'insinue dans chaque aspect de votre existence. Il dicte comment vous vous habillez, comment vous parlez, comment vous souriez, comment vous réagissez face aux autres, comment vous gérez vos émotions en public, comment vous répondez aux questions qu'on vous pose sur votre couple, sur votre famille, sur votre vie spirituelle. L'épouse du pasteur doit être parfaite, ou du moins donner l'apparence de la perfection. Elle doit incarner les valeurs que son mari prêche depuis la chair. Elle doit être le reflet vivant de son enseignement. La preuve humaine que ce qu'il dit le dimanche matin est vrai. Est réel, est applicable dans la vie quotidienne. S'il lui prêche l'amour conjugal, elle doit rayonner de cet amour. S'il lui prêche la paix intérieure, elle doit projeter cette paix. S'il lui prêche la grâce divine et la protection de Dieu sur les familles, elle doit illustrer par sa seule présence que cette grâce et cette protection sont réelles, tangibles, visibles dans sa propre maison. Et quand la réalité de ce qui se passe derrière les portes fermées de cette maison ne correspond en rien à ce qui est prêché depuis la chair, quand l'amour conjugal dont parle le pasteur le dimanche matin est remplacé en semaine par la violence, la trahison, le contrôle et la manipulation, quand la paix intérieure qu'il proclame n'existe pas dans le foyer qu'il est censé diriger selon les principes de Dieu, alors le masque que l'épouse doit porter devient un fardeau d'une pesanteur inhumaine, parce qu'elle doit sourire, parce qu'elle doit témoigner, parce qu'elle doit paraître heureuse, épanouie, comblée par la grâce divine pendant que quelque chose en elle s'effrite, se brise, se désintègre silencieusement derrière les apparences soigneusement maintenues. Maman Blanche portait ce masque depuis des années. Des années de sourires calculés devant une congrégation qui ne voyait que la surface des choses. Des années de témoignages publics sur la bonté de Dieu pendant que sa vie privée était tout autre. Des années à tenir le rôle, à assumer la fonction, à être ce que les fidèles avaient besoin de voir pour maintenir leur foi dans le ministère de cet homme qu'ils appelaient pasteur, père spirituel, homme de Dieu. Des années à encaisser sans broncher, à pardonner sans oublier, à espérer sans raison réelle d'espérer, parce que c'est ce qu'on attendait d'elle, parce que c'est ce que sa position exigeait, parce que c'est ce que le cadre religieux dans lequel elle évoluait lui avait enseigné comme étant la voie de la femme de foi. Et puis il y avait eu la Belgique. On ne sait pas exactement dans quelles circonstances le voyage avait été organisé. On ne sait pas si c'était une décision planifiée depuis longtemps ou une opportunité saisie au moment opportun. On ne sait pas si elle était partie avec une intention claire de prendre du recul sur sa vie ou si c'est la distance géographique elle-même qui avait progressivement opéré en elle ce travail de clarification intérieure que la proximité avec cet homme rendait impossible. Ce qu'on sait, c'est qu'en Belgique, quelque chose en elle avait commencé à se relever. Quelque chose qui avait été écrasé, comprimé, étouffé pendant des années, avait commencé à retrouver un peu d'espace pour exister. Loin du tumulte de Kinshasa, loin des regards de la congrégation, loin des obligations de représentation permanente, loin de cet homme et de l'atmosphère particulière qu'il créait autour de lui, cette atmosphère où tout devait tourner autour de sa volonté, de ses besoins, de son image, de ses projets, de sa vision. En Belgique, elle respirait peut-être pour la première fois depuis longtemps avec ses propres poumons, selon son propre rythme, selon ses propres besoins. Elle existait peut-être pour la première fois depuis longtemps, non pas comme l'épouse du pasteur Tounassi, non pas comme la première dame de l'église, non pas comme la représentante publique d'un ministère qui la dépassait et la consumait, mais simplement comme elle-même, comme une femme avec sa propre intériorité, ses propres désirs, ses propres douleurs et ses propres espoirs. C'est dans cet état d'esprit qu'elle se trouvait quand le téléphone a sonné. On peut imaginer ce moment. On peut essayer de le reconstituer dans toute sa banalité trompeuse, dans toute la normalité apparente qui en faisait paradoxalement le moment le plus dangereux de cette histoire. Un téléphone qui sonne, un numéro familier sur l'écran, la voix de cet homme qu'elle connaissait depuis des années, avec qui elle avait partagé un lit, une table, une vie, un ministère, des enfants, une voix familière, une voix qui savait exactement quel ton adopter, exactement quel mot choisir, exactement quelle posture prendre pour obtenir ce qu'elle voulait. Reviens, je t'attends à Lubumbashi.
Pas une question, pas une invitation. Une instruction déguisée en demande, un ordre enveloppé dans le langage du couple. Une convocation formulée avec cette autorité tranquille que les hommes qui ont l'habitude d'être obéis utilisent naturellement, sans même y penser. Parce que l'obéissance des autres est pour eux une donnée de base, un point de départ, une évidence qui ne se discute pas. Lubumbashi. Ce nom mérite qu'on s'y arrête, qu'on le regarde en face, qu'on mesure ce qu'il représente dans le contexte de cette affaire, parce que le choix de Lubumbashi n'est pas un détail. Ce n'est pas une circonstance accessoire, une coïncidence sans signification, un hasard géographique sans importance. Le choix de Lubumbashi est au contraire l'un des éléments les plus révélateurs de toute cette affaire, l'un des indices les plus clairs de la préméditation qui sous-tendait cet appel téléphonique en apparence si ordinaire. Lubumbashi se fait chez la capitale du Katanga, la province la plus méridionale de la République démocratique du Congo. Une ville importante, une ville avec sa propre vie, sa propre économie, sa propre histoire. Mais une ville qui se trouve à des centaines de kilomètres de Kinshasa. Une ville qui est loin. Loin de la capitale, loin du réseau de relations que Maman Blanche y avait tissé au fil des années. Loin de sa famille, loin de ses amis, loin des membres de la congrégation qui la connaissaient, qui auraient pu remarquer quelque chose, qui auraient pu poser des questions, qui auraient pu constituer un filet de sécurité humain autour d'elle simplement par leur présence et leur attachement. Lubumbashi, c'est aussi une ville où les informations circulent différemment. Une ville où le contrôle du récit est plus facile à maintenir. Une ville où un homme puissant, un homme avec des ressources, des relations, des réseaux, peut organiser les choses à sa manière sans que trop de regards indiscrets ne viennent compliquer ses plans. Une ville où les témoins sont moins nombreux, moins connectés au cercle intime de la victime, moins susceptibles de comprendre immédiatement ce qu'ils voient ou ce qu'ils entendent, moins enclins à poser les bonnes questions au bon moment. Ce n'est pas un hasard que le pasteur Tounassi ait choisi Lubumbashi. Ce n'est pas la nostalgie. Ce n'est pas un projet professionnel. Ce n'est pas une raison logistique innocente qui explique ce choix. Lubumbashi a été choisi avec soin, avec méthode, avec cette précision froide et calculée qui caractérise les gens qui planifient longtemps à l'avance et qui pensent à tout, absolument à tout, y compris aux variables humaines qui pourraient venir perturber leurs plans. Lubumbashi a été choisi parce que c'était le décor idéal. Le décor parfait pour ce qui avait été décidé bien avant que ce coup de téléphone ne soit passé. Et Maman Blanche ne le savait pas. C'est là que réside la partie la plus déchirante de cette histoire, la partie qui serre la gorge quand on y pense vraiment, quand on prend le temps de se mettre à sa place, quand on essaie d'imaginer ce qu'elle pensait, ce qu'elle ressentait, ce qu'elle espérait ou craignait au moment où elle a décidé de répondre à cet appel. Elle ne savait pas que Lubumbashi avait été choisi pour elle. Elle ne savait pas que ce voyage qu'on lui demandait de faire avait été pensé dans ses moindres détails bien avant qu'elle ne reçoive l'appel. Elle ne savait pas que la destination qu'on lui indiquait n'était pas le lieu d'une conversation, d'une réconciliation possible, d'une explication attendue depuis longtemps, mais le théâtre d'un plan qui avait déjà été élaboré, discuté, préparé, communiqué à des complices qui attendaient. Elle ne savait pas que pendant qu'elle était en Belgique à retrouver un peu d'elle-même, à respirer, à exister sans masque, à sentir quelque chose en elle commencer à se relever, lui avait déjà pris ses décisions. Des décisions irréversibles, des décisions qui la concernaient directement, qui engageaient sa vie, qui scellaient son destin mais auxquelles elle n'avait pas été associée, auxquelles elle n'avait pas eu voix au chapitre, dont elle n'avait pas même été informée parce qu'elle n'était dans cette équation qu'un problème à résoudre, un obstacle à éliminer, une variable à neutraliser pour que le reste du plan puisse se dérouler comme prévu. Alors elle a répondu à l'appel, elle a dit oui. Elle a commencé à préparer ses bagages, à organiser son retour, à faire les démarches nécessaires pour quitter la Belgique et rentrer au Congo rejoindre cet homme à Lubumbashi. Et cette décision-là, cette décision de répondre à un appel, de faire confiance à une voix familière, de croire malgré tout à la possibilité d'une conversation, d'une explication, d'une résolution, cette décision si humaine, si compréhensible, si naturelle dans sa logique, est peut-être la partie la plus poignante de toute cette histoire. Parce qu'on pourrait être tenté de se demander comment elle n'a pas vu venir ce qui allait se passer. On pourrait être tenté de chercher dans ses choix une erreur de jugement, une naïveté inexplicable, un manque de discernement qui aurait dû lui mettre la puce à l'oreille. Mais ce serait une erreur profonde, une injustice fondamentale envers cette femme et envers toutes les femmes qui se trouvent dans des situations similaires. Parce que la réalité de la violence conjugale, la réalité de la manipulation dans les couples où un des partenaires exerce un contrôle total sur l'autre, c'est précisément que cette violence et cette manipulation opèrent dans la durée, qu'elles s'installent progressivement, qu'elles reconfigurent les perceptions et les réflexes de la victime de manière si profonde et si insidieuse que ce qui apparaît de l'extérieur comme une erreur évidente est en réalité le résultat d'années de conditionnement, d'années de réajustement forcé de la réalité pour la rendre supportable, d'années d'apprentissage de la survie dans un environnement hostile déguisé en foyer. Elle avait aussi peut-être des raisons pratiques de répondre à cet appel, des raisons qui n'ont rien à voir avec la naïveté ou l'aveuglement. La peur d'abord, la peur de ce qui pourrait arriver si elle refusait. Les hommes qui planifient ce niveau de préméditation ne sont généralement pas des hommes qu'on dit non impunément. La peur de l'escalade, la peur des représailles, la peur que le refus de rentrer déclenche quelque chose de pire encore, la peur irrationnelle mais humainement compréhensible que l'obéissance soit encore, malgré tout, le choix le plus sûr disponible. Et puis il y avait peut-être aussi malgré tout, malgré les années de trahison et de violence, malgré les blessures accumulées et les espoirs déçus, il y avait peut-être encore en elle une étincelle de ce quelque chose qu'on appelle l'espoir conjugal, cette capacité étrange et douloureuse que les êtres humains ont à continuer de croire, contre toute évidence, contre toute logique, contre tout ce que l'expérience devrait leur avoir enseigné, que les choses peuvent changer, que l'autre peut encore survivre
surprendre, que derrière l'invitation à Lubumbashi se cache peut-être une vraie conversation, une vraie demande de pardon, un vrai désir de réparer ce qui a été brisé. Après des années de vie commune, après des années à partager un quotidien avec quelqu'un, on finit par construire une intimité psychologique avec cette personne qui survit même aux pires trahisons. On finit par savoir comment elle pense, comment elle parle, comment elle se comporte dans différentes situations. Et paradoxalement, cette connaissance intime peut devenir un piège, parce qu'elle crée l'illusion de prévisibilité, l'illusion qu'on connaît suffisamment bien l'autre pour anticiper ce dont il est capable et ce dont il n'est pas capable. On se dit qu'il y a des limites qu'il ne franchira jamais, des lignes qu'il ne pourra pas traverser, parce qu'on le connaît. Parce qu'on l'a vu dans ses moments de faiblesse comme dans ses moments de force, parce qu'on a partagé avec lui des moments de vérité, d'humanité, de vulnérabilité. Ces moments-là créent une fausse sécurité. Ils font croire que l'impensable reste impensable pour cet homme-là en particulier, même quand tous les signes indiquent le contraire. Il a franchi ses limites. Il a traversé ses lignes. Il a fait l'impensable. Mais au moment où Maman Blanche bouclait ses bagages en Belgique, tout cela appartenait encore au domaine de l'impensable. Au moment où elle préparait son retour vers le Congo, vers Lubumbashi, vers cet homme, elle ne savait pas encore que l'impensable avait déjà été pensé, planifié, organisé, communiqué à ses collaborateurs, mis en branle avec la précision froide et méthodique d'un homme qui n'agissait pas sous le coup de l'émotion, mais selon un plan délibéré et préparé. Elle a pris l'avion, elle a quitté la Belgique, elle a traversé les kilomètres qui la séparaient du continent africain, qui la séparaient de cette ville du Katanga où son mari l'attendait, où quelque chose l'attendait qu'elle n'avait pas imaginé, qu'elle n'aurait pas pu imaginer, qu'aucun être humain doté d'une conscience normale n'aurait pu imaginer de la part de quelqu'un qui avait prononcé des vœux devant Dieu et devant les hommes, qui montait chaque semaine sur une chaire pour parler d'amour, de protection, de grâce divine, qui était appelée par des milliers de fidèles, pères spirituels, hommes de Dieu, bergers du troupeau. Elle est partie vivante de Belgique, pleine d'une vie qui avait commencé à se relever, pleine de cette respiration retrouvée, de cet espace intérieur qu'elle avait commencé à réhabituer, de cette femme qu'elle était en train de redevenir en dehors du masque et des obligations de représentation. Elle est partie vivante, et elle n'est jamais rentrée à Kinshasa par ses propres moyens. Voilà ce qu'est la première scène de cette affaire. Voilà ce qu'est le point de départ de tout ce qui va suivre. Un appel téléphonique, un nom de ville, une femme qui fait confiance une dernière fois, et un homme qui avait tout prévu sauf que la vérité, elle, ne se laisse jamais enterrer aussi facilement qu'un corps.